Eh ben, on va enchaîner avec le docteur Senazoer pour nous parler de psychiatrie, il me semble, et ouais, pour l'intrication douleur morale, douleur physique. Oui. Bonjour, alors je suis le docteur Senozer, je suis une psychiatre addictologue en réalité au SAPA, retour à l'hôpital Sainte-Anne. Et si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que on a l'habitude de travailler avec le service douleur de l'hôpital Sainte-Anne et notamment avec le docteur Zanello et son équipe de neurochirurgie dans le cadre des évaluations psychiatriques qui font partie du bilan pré-stimulation médulaire. Alors, je sais qu'il y aura des interventions sur ce sujet-là par la suite. Donc, l'idée, ça va être de faire le point bon, sur les liens psychiatrie-douleur. C'est très large, donc on ne va pas revenir là-dessus de manière générale, mais plus précisément en s'intéressant finalement du rôle de la psychiatrie dans l'évaluation des patients douloureux et surtout dans l'évaluation des patients douloureux avant la mise en place d'une prise en charge invasive, puisque ça fait partie du bilan qui est recommandé. Donc, effectivement, vous le savez, il y a quand même un lien épidémiologique qui est fort entre les troubles psy et la douleur. Ce lien est souvent sous-estimé. Chez les patients douloureux chroniques, on a 60% de troubles psychiatriques. Là, c'est si on s'intéresse vraiment à des troubles psychiatriques constitués et diagnostiqués. Il y a vraiment des études qui vont montrer que chez les patients douloureux chroniques, on retrouve notamment sur le plan dépressif des symptômes dépressifs, des éléments anxieux chez plus de 80, voire près de 100% des patients. Les troubles qu'on va les plus fréquemment retrouver chez les patients douloureux chroniques, c'est l'épisode dépressif, ce sont les troubles anxieux, les états de stress post-traumatique, et il y a cette entité un peu particulière du trouble somatoforme. Comme on l'a dit, c'est souvent sous-diagnostiqué, c'est-à-dire que le patient va souvent rester centré sur la problématique douloureuse, c'est ça qu'on va discuter, c'est ça qu'on va explorer, avec un passage finalement un peu au second plan d'éventuels symptômes psychiatriques. Et le fait qu'on ne diagnostique pas ce trouble psychiatrique, ça va faire que finalement, la prise en charge du trouble va être retardée. Sur le plan de la douleur, on risque de ne pas s'en sortir avec une escalade un peu thérapeutique de ce qu'on peut lui proposer. Et on va avoir plus de risques d'aller vers une chronicisation des phénomènes douloureux. Dans le cadre douleur psychiatrie ou douleur psychisme, il y a deux éléments sur lesquels je voulais revenir en particulier. C'est la notion du catastrophisme. Alors, ça a été évoqué sur la première présentation. C'est pas un trouble psychiatrique à part entière, mais ça va être des éléments de fonctionnement, de biais cognitifs qu'on va retrouver chez certains patients douloureux chroniques. On sait que c'est quelque chose qui peut être objectivé, avec finalement une tendance du patient de se projeter toujours dans une évolution défavorable, dans quelque chose qui va se passer de négatif. Et ça, c'est important de le repérer de manière générale dans la prise en charge de la douleur, mais aussi dans ce qui nous intéresse en particulier, des traitements invasifs, puisque c'est un facteur qui va pouvoir jouer sur le pronostic de la douleur. L'autre précision que je voulais apporter, c'est sur cette question de douleur psychosomatique qu'on évoque souvent, douleur psychosomatique, troubles somatoformes, voilà, de toutes ces qualificatifs un peu psychiatriques qu'on peut associer à certaines douleurs. Alors, il faut savoir qu'une douleur psychosomatique, alors, c'est quelque chose qu'on trouve finalement dans une grande majorité des douleurs chroniques ou des douleurs qui vont évoluer, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène douloureux qui va finalement, de par l'impact sur le psychisme patient, voilà, les différents éléments parallèles, ces éléments douloureux qui vont pouvoir être amplifiés, modifiés, qui vont évoluer en fonction d'éléments psychiques. Donc, il y a un substrat finalement à cette douleur qui va être modifié par des éléments psychiques. Et puis, il y a tout ce qui rentre dans la catégorie des troubles somatoformes, de conversion, etc., où là, on n'a pas forcément de substrat organique retrouvé. Ça va être des tableaux douloureux qui vont vraiment être la traduction d'une souffrance psychique du
qui va être vraiment l'expression d'une souffrance psychique du patient. Ça va être important aussi de pouvoir différencier cette douleur-là et l'expliquer aussi au patient, parce que souvent, quand on parle d'éléments psychosomatiques, par exemple, le patient va avoir tendance à penser que on invalide sa douleur, que sa douleur n'existe pas, y compris pour les douleurs somatoformes, hein, où il y a un réel ressenti douloureux. Mais voilà, c'était quelques petites mises au point sur la question de l'impact psychique sur les douleurs. Et donc, tout ça, ça nous montre quand même une chose, c'est que la prise en charge psychiatrique, bon là, on parle du bilan pré-stimulation, mais en fait, elle devrait être intégrée euh, dans tous les suivis des patients douloureux chroniques, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des implications qui sont très fortes. On a parlé surtout de la dépression, qui était la pathologie psychiatrique la plus souvent associée au phénomène de douleur. Donc, chez jusqu'à 50% des patients douloureux chroniques, on a des épisodes dépressifs caractérisés. Chez 50% des patients douloureux chroniques, on a des patients déprimés, pardon, on a des douleurs chroniques qui s'installent. Et globalement, quand on a cette comorbidité douleur-dépression, les douleurs vont être plus nombreuses, plus intenses, plus durables, et donc avoir un moins bon pronostic. Bon, il y a des éléments d'explication, hein, il y a des mécanismes neurobiologiques partagés entre les phénomènes douloureux et les phénomènes dépressifs par les voies sérotoninergiques, noradrénergiques, d'où l'utilisation d'ailleurs de ces antidépresseurs IRSNA qui peuvent avoir cette double efficacité et douleur et dépression. Il y a les phénomènes de neuroinflammation, etc. Et donc, on se retrouve avec des patients qui, d'un côté, ont une douleur chronique et donc vont avoir des symptômes dépressifs, plus d'anxiété, des troubles de sommeil, etc. Des patients déprimés qui vont pouvoir exprimer finalement, qui vont avoir comme expression de leur dépression des éléments douloureux, et puis un cercle vicieux qui peut se mettre en place, c'est-à-dire que le patient a mal, ça le déprime, il a encore plus mal, et puis on est dans quelque chose qui évolue et pour lesquels on a du mal à trouver des solutions. Donc ça va être vraiment important de pouvoir mettre en place vraiment une prise en charge globale. On se rend compte que la prise en charge des épisodes dépressifs chez un patient douloureux, ça permet une amélioration des symptômes douloureux. Et réciproquement, hein, évidemment, un patient qui a mal et qui est déprimé, si on prend bien en charge sa douleur, ça va pouvoir lui permettre d'être mieux sur le plan thymique. Et cette dépression, on sait que quand elle est associée au phénomène douloureux chez un patient auquel on va proposer une prise en charge invasive, ou quelle qu'elle soit, si elle n'est pas associée à une prise en charge psychiatrique, elle expose à un échec, finalement, enfin, de moins bons résultats de la prise en charge de la douleur isolée. Donc, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est une stimulation médulaire, ça, ce sera expliqué par la suite bien mieux que par moi. Mais ce qui est important là pour nous, c'est de savoir que avant la mise en place d'une stimulation médulaire, il y a donc nécessité d'avoir donc une pause d'indication par le médecin de la douleur, par le neurochirurgien, une consultation anesthésie et donc une consultation avec un psychiatre ou avec un psychologue. À quoi elle sert finalement, bon, c'est un peu la même chose, à quoi elle sert finalement cette consultation avec le psychiatre ou avec le psychologue? Alors, le but de la consultation, alors pour savoir comment ça se passe, l'indication est posée, le patient est convoqué pour avoir un rendez-vous, en l'occurrence c'est avec moi dans le service, mais avec un psychiatre ou un psychologue qui va le recevoir et faire une évaluation d'environ 3/4 d'heure, 1 heure, pour essayer vraiment de faire le point sur la situation et de voir si, oui ou non, euh, sur le plan psychiatrique, ça semble cohérent à ce moment-là de faire la stimulation. Alors, le but, ça va être déjà de faire le point sur l'information consentement du patient. Repérer si il y a éventuellement des troubles cognitifs, repérer s'il y a une bonne compréhension de la chirurgie, et surtout de s'intéresser aux attentes que le patient peut avoir. C'est-à-dire que ça peut facilement avoir un côté un peu miraculeux. C'est-à-dire, j'ai des patients, pas plus tard que hier, quelqu'un qui vient, oh là là, ça fait un temps fou que j'attends la stimulation, et là c'est bon, je sais, j'y arrive, c'est fini, après tout ira bien. Ça, globalement, on sait que c'est un facteur du risque du fait que ça se passe mal. Enfin, en tout cas, qu'ils répondent moins bien, parce qu'il y a ce côté un peu miraculeux, il y aurait la stimulation, après j'aurai plus mal et tout ira bien et je reprendrai ma vie comme avant. Non, ça c'est important de pouvoir
pondérer ça, ou en tout cas réorienter le patient peut-être vers le neurochir qui pourra lui expliquer un petit peu les résultats attendus, etc. Le but, ça va être aussi de faire une évaluation psychiatrique. On verra après qu'il y a certains drapeaux rouges, red flag, dans l'évaluation, c'est-à-dire certaines pathologies psychiatriques ou certaines comorbidités pour lesquelles on va se dire, là, la chirurgie, c'est pas indiqué, ou le plus souvent, c'est indiqué, enfin c'est indiqué, ce sera possible, mais avant, il faut qu'on mette telle ou telle chose en place. Euh, Ça va être aussi bon, l'évaluation des attentes et de voir aussi le catastrophisme, etc., voir si on va pouvoir, si on va pouvoir accompagner le patient en amont. On peut utiliser des outils standardisés pour que ce soit un peu plus discutable en RCP. Et bien évidemment, le psychiatre n'a absolument aucun rôle dans la question de l'indication somatique. C'est-à-dire que l'indication de la stimulation, elle a été posée par le médecin de la douleur, le neurochirurgien. C'est pas le psychiatre qui va dire, moi je suis pas d'accord parce qu'il n'a pas essayé tel traitement, parce qu'il n'a pas fait ça. Ça, c'est absolument pas notre but. Donc, on revient sur l'histoire de la douleur, l'ancienneté, les traitements, etc., mais aussi la place que la douleur prend dans la vie du patient. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des patients qui organisent complètement leur vie autour de cette douleur, qui interagissent avec les autres de par cette douleur, dont la place dans la famille, dans l'entourage est représentée par cette douleur. Donc ça, c'est important de pouvoir l'identifier, voir le retentissement de cette douleur pour le patient. Évidemment, sur le plan psychiatrique, pouvoir voir s'il y a des antécédents, voir s'il y a des symptômes évocateurs d'un épisode dépressif, PTSD, troubles anxieux, etc. On fait aussi le point sur les conduites addictives, notamment les troubles de l'usage des opioïdes de prescription, hein, puisqu'on on est parfois amené à voir des patients qui ont du tramadol ou un autre opiacé depuis des années, et donc faire le point un petit peu avec lui sur où il en est par rapport à ses prescriptions. On peut faire des questionnaires de dépistage. Euh, on voit aussi voilà, les stratégies d'adaptation qu'il a pu mettre en place, comment il se projette dans cette intervention, et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on évalue comment il va pouvoir comprendre et éventuellement donner son consentement pour cette intervention. Les contre-indications, donc déjà, euh, encore une fois, on parle de contre-indications, on le précisera après, il n'y a globalement pas de contre-indications ou très peu de contre-indications absolues. Quand on parle de contre-indications, c'est voilà, des situations dans lesquelles on va se dire, bon, avant, il va falloir que. Donc, il y a, si le patient a mal compris, s'il y a des troubles cognitifs sévères, bon, ça devient un peu plus compliqué à gérer quand il y a des troubles cognitifs sévères, les attentes, l'ambivalence, etc. Il y a aussi tout ce qui est difficultés sociales ou qui vont faire que bah, tout ce qui est protocole post-opératoire, etc., ça va être un peu plus difficile à mettre en place en termes d'accompagnement, d'isolement, etc. aussi. Sur le plan psychiatrique, alors ce qui va vraiment être compliqué à gérer, c'est tout ce qui est troubles psychotiques sévères, actifs, non traités. Voilà, là, l'intervention est assez difficile à imaginer. En tout cas, pourquoi pas suggérer une prise en charge et voir dans un second temps, mais on sait que c'est une situation qui peut être assez peu compatible avec la neurostime. Il y a les troubles somatoformes qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment un patient pour lequel on a un phénomène douloureux qui est ancré dans des éléments de fonctionnement chez les patients, notamment certains patients un peu histrioniques, par exemple, qui vont vraiment avoir une douleur qui est construite sur des souffrances, etc. Les troubles factifs, Munchausen par procuration. Là, c'est des situations dans lesquelles la stimulation, elle semble peu envisageable. Et les éléments de personnalité paranoïaques, c'est-à-dire les patients qui vont être dans une revendication, une remise en question, où là aussi peu, euh, on a, on a peu de chances, donc il y a plus de risques que l'intervention soit pas efficace, voire même qu'il y ait des complications derrière. Et ensuite, il y a toutes les complications, les contre-indications temporaires, les drapeaux oranges, le patient en épisode dépressif, un trouble anxieux, il y a du catastrophisme, il y a une addiction. On sent que sur le plan psychosocial, c'est instable. On disait aussi tout à l'heure le rôle protecteur de la symptomatologie, c'est-à-dire que si vraiment le patient a certains bénéfices, sous le plus souvent inconscient, hein, à cette symptomatologie, ou si la symptomatologie lui permet de ne pas avoir accès aussi, c'est-à-dire que j'ai des douleurs, je peux exprimer les douleurs, je peux exprimer ma douleur, ma souffrance psychique par ces douleurs morales, et finalement ça me permet de me protéger par rapport à une exposition à d'autres souffrances psychiques auxquelles bah, du coup j'ai moins besoin de me confronter. L'autre point, alors
c'est pas forcément une contre-indication, mais il faut qu'on soit vigilant, c'est s'il y a un litige ou une procédure en cours dans laquelle il y a les symptômes douloureux qui sont impliqués. Ça peut être effectivement, en tout cas, à discuter avec le patient, avec les deux rechirs. Et donc, en fonction de ce qu'on trouve à l'examen, on va pouvoir proposer une prise en charge différente. Alors, pas de contre-indication, c'est OK, il peut poursuivre dans la prise en charge. Une contre-indication temporaire, on va proposer une prise en charge adaptée. Alors, on va le voir, hein, soit pour ce qui est d'un trouble psy non stabilisé, ben, on essaie d'orienter vers un suivi. On revoit à 3 mois pour voir est-ce que c'est stabilisé ou pas. S'il y a un catastrophisme, ça va plutôt être la psychothérapie, des TCC ou différentes choses qu'on peut essayer de mettre en place. Une prise en charge addicto avec un sevrage, une substitution, si on est un phénomène addicto, etc. Et on voit finalement que, en fonction des éléments qu'on retrouve, on propose une prise en charge, on réévalue à distance, et là, on va pouvoir dire si oui ou non ça semble adapté, en sachant que parfois la prise en charge lève aussi l'indication, hein. C'est-à-dire que s'il y a une prise en charge qui est adaptée, que le patient se sent mieux sur le plan anxieux, ou alors sur le plan addicto, ça va mieux. Par exemple, un patient qui a un trouble de l'usage des opiacés avec finalement des mécanismes d'hyperalgésie induite, de sevrage, enfin, où finalement la douleur est majorée par ce phénomène d'addiction aux opiacés, ben, parfois, rien que le fait de l'aider par rapport à ses consommations d'opiacés, ça permet d'avoir une efficacité sur la douleur. Le but, ça va être de réévaluer à distance. Ce qui pourrait être intéressant aussi, alors j'avoue que nous, on ne l'a pas mis en place dans le service, mais c'est quelque chose à avoir en tête, c'est qu'on parle du bilan préopératoire, mais euh, l'après-stimulation, ça peut aussi être un moment qui psychiquement peut être compliqué, il peut y avoir des comorbidités psychiatriques qui se décompensent après la chirurgie. C'est important de pouvoir être vigilant aussi à l'état psychique du patient après la stimulation médulaire. Donc, ça serait vraiment important d'avoir un continuum finalement sur le plan de la prise en charge psychiatrique. Euh, c'est un petit peu à peu près ce que j'avais à vous dire. Bon, globalement, ce qui est important, c'est de se dire, premièrement, que l'évaluation psychiatrique, je pense qu'elle a sa place vraiment à tous les moments de la prise en charge des patients douloureux chroniques. Elle est obligatoire dans ce contexte-là, en sachant que le psychiatre va pas avoir un rôle de limite il va y avoir un rôle limitant finalement dans l'intervention. L'idée, c'est qu'il aide à faire en sorte que ça se passe le mieux possible et à faire en sorte qu'on ait les résultats les plus favorables possibles. Et voilà, et je vous remercie. Merci. Vous avez des questions? Merci. Allô? Merci beaucoup pour votre présentation, très intéressant. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, des patients qui sont douloureux, qui viennent à notre consultation en post-opératoire au bout d'un an, 2 ans, et chez qui on aimerait avoir un médecin de la douleur, mais qui a des délais très, très importants, quelles seraient vos recommandations pour finalement les adresser conjointement à une prise en charge psychique, enfin, thymique, psychiatrique, sans les psychiatriser de façon... donc finalement. C'est-à-dire. Ah. Ma question n'est pas claire. Ma question, c'est un patient qui a très mal, on va vouloir l'orienter vers quelqu'un de plus compétent et un médecin de la douleur. Et dans quelle mesure il faudra l'orienter aussi conjointement à un médecin psychiatre? Dans quelle mesure? Alors déjà, il y a éventuellement votre évaluation. C'est-à-dire vous, est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il n'y a peut-être pas trop le temps de faire une grosse évaluation en consultation, mais en fonction déjà des éventuels points d'appel que vous pourriez retrouver. Euh, Ensuite, je pense qu'il y a hors symptômes d'appel, je pense que c'est quelque chose à discuter aussi avec le patient, voir lui comment il sent, lui proposer de toute manière, lui évoquer le fait que une douleur chronique, de toute manière, ça a un impact sur le psychisme, c'est quelque chose qui est c'est une épreuve, c'est éprouvant, ça génère un certain nombre d'angoisses, d'idées négatives. Donc, de toute manière, le soutien psychique dans le cadre d'une douleur chronique, c'est quelque chose qui est judicieux. Donc, à partir de quand, je ne pourrais pas vous donner
un cut-off, mais je pense que tous les patients qui ont des douleurs chroniques, ça vaudrait le coup qu'ils puissent au moins bénéficier d'une consultation, voire d'un suivi, pas forcément hyper soutenu, mais en tout cas d'un accompagnement psychologique. C'est majeur comme message parce qu'on a vu en amont les patients dépressifs, on a tendance à moins les opérer pour la chirurgie fonctionnelle. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment réalisé en aval, en post-opératoire, donc merci beaucoup, c'est très important. Moi, je voudrais poser une question complémentaire à cette question, qui est très importante, effectivement. Peut-être aussi que tous les psychiatres sont pas habilités ou compétents ou intéressés par ce type de demande. C'est-à-dire, vous êtes dans cet aquarium-là, vous faites ça toute la journée, mais la difficulté pour nous qui sommes dans un autre monde, c'est peut-être de trouver le psychiatre ou la psychiatre qui est intéressé, non? Ou est-ce qu'un psychiatre généraliste va pouvoir débrouiller le problème? Tout psychiatre sera à même de faire le bilan de la situation, de repérer certains éléments de dysfonctionnement, de tristesse, d'angoisse. Après, pour ce qui est de mener une psychothérapie ciblée ou d'avoir des thérapies vraiment spécifiques, effectivement, le psychiatre sera peut-être amené à réorienter secondairement. Mais je pense que déjà un contact psychiatrique avec n'importe quel psychiatre, ça peut être un premier contact, un premier bilan. Et encore une fois, je pense que c'est important vraiment de... Il y a souvent enfin, il y a une bonne partie des patients qui ont une certaine défense par rapport au monde de la psychiatrie, mais j'ai pas besoin, j'ai mal, c'est pas dans la tête, c'est vraiment que j'ai mal. Vraiment d'expliquer que c'est pas parce qu'on va voir un psychologue ou un psychiatre que notre douleur elle a moins de valeur, ou qu'on n'est pas capable de gérer, ou qu'on est faible. Mais donc, je pense vraiment n'importe quel psychiatre qui pourra être, ou psychologue encore une fois, qui pourra établir un premier contact, faire le point et peut-être expliquer certaines choses au patient, ou au moins juste lui permettre d'avoir un espace où il peut exprimer toutes ses difficultés, ses doutes, ses angoisses, c'est bénéfique. Après, le psychiatre pourra réorienter si besoin. Arlette Oui, Colchester. j'avais juste un commentaire qui va dans le sens de ce que vous dites. C'est que la douleur, quand elle est chronique comme ça, c'est comme les grandes pathologies. C'est-à-dire qu'on devient le centre du monde avec sa douleur, comme c'était avec son insuffisance respiratoire. J'ai travaillé en chirurgie thoracique beaucoup. Et que le jour où la douleur disparaît, on n'est plus rien. Et donc là, le suivi psychologique, il est très important parce qu'on transforme quelque chose qui était réel et ça n'existe plus, donc on n'existe plus. Et c'est vrai que ça fait un Et c'est sûr que là, il y a besoin, il faut y faire très attention parce qu'au lieu d'améliorer les gens, d'une certaine façon, on les détruit. Et c'est vrai que c'est ce qu'on parle du suivi post-opératoire, donc là du suivi après. Hein, les patients se construisent autour de cette douleur. Est-ce que vous recevez en consultation des malades qui ont des douleurs chroniques préopératoires? Je veux dire par là qu'on voit des patients, je pense que par exemple aux cures de hernie inguinale qui viennent, qui se plaignent pour douleur, pour lesquels on a un examen qui n'est pas contributif. Parfois l'échographiste nous dit il y a un petit truc. Mais enfin bref, vous recevez des patients comme ça ou pas qui sont adressés par des chirurgiens pour des douleurs chroniques dans une discussion d'indication opératoire? Alors, nous, non, dans la mesure où on a un fonctionnement assez spécifique. C'est que moi, je suis dans le service d'addictologie. Donc, en pratique, je reçois des traitements qui ont un trouble de l'usage de l'alcool, etc. Et c'est vraiment dans un cas particulier que je reçois uniquement les patients du service de neurochirurgie de Sainte-Anne qui ont besoin d'une évaluation pré-stimulation. Vraiment un truc un peu niche, ce qui fait que nous on ne reçoit pas d'autres types de patients douloureux. Mais j'imagine que c'est quelque chose, c'est effectivement une discussion qui peut avoir lieu avec un psychiatre, hein, de dire voilà, je me pose la question de la participation psychique à la symptomatologie actuelle, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut, au même titre que là, voilà, c'est un peu ce qu'on réfléchit avant l'intervention aussi, hein, c'est-à-dire quelle serait la place, la décision chirurgicale, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire avant d'aller vers la chirurgie qui pourrait améliorer le patient? Ça peut nous éviter les réclamations post-opératoires. Peut-être. Oui, Jean-Pierre Rosenbaum? Lorsqu'une personne a déjà souffert de douleurs chroniques, est-ce qu'elle est plus exposée à redévelopper d'autres douleurs chroniques?
Ou y a-t-il un déplacement un petit peu comme dans les bronzés font du ski, la luxation de l'épaule, on donne un coup sur la tête et la personne n'a plus mal. Enfin, c'est une petite plaisanterie. Mais est-ce qu'il y a une exposition plus importante? Et alors, c'est le problème du seuil, du seuil des douleurs et de la signification en fonction des différentes catégories de personnes, de la signification de la douleur, comme il vient d'être signalé, qui veut dire des choses différentes en fonction des individus. Je pense que c'est une chose que vous devez certainement étudier et développer et faire des déductions sur les traitements. Alors, pour la question de est-ce qu'un patient qui a déjà une douleur chronique est plus à risque de redévelopper, alors je dirais oui. Après, je suis loin d'être la personne la plus qualifiée. Je pense que les deux personnes qui ont parlé avant moi, qui sont vraiment des médecins, enfin, des personnes spécialisées de la douleur, pourront vous apporter des réponses beaucoup plus précises. Après, oui, évidemment, un patient qui a une douleur chronique est plus à risque de développer des douleurs chroniques. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément plus de réponses à vous donner. Je sais Bien. pas s'il y a des... Si- S'il n'y a pas d'autres, vous voulez intervenir? Tout patient douloureux chronique qui a une douleur chronique et qui doit être réopéré, alors dans le même territoire, c'est fortement à risque. Dans un autre territoire, nous, on les voit en consultation avant. Hein, et donc, on a cet accompagnement et même des patients qui sont soulagés ou qui ont atteint un niveau de vie tolérable qu'on va plus voir en suivi, on leur dit que s'ils retournent à la chirurgie, on les revoit avant. Hein, donc ça, c'est important. Et, et puis derrière, c'est aussi, il faut que les chirurgiens le sachent, dans leurs interrogatoires, il faut chercher l'antécédent de douleur chronique. Et on en a qui parfois nous sortent, ah ben moi, chaque fois que je suis opérée, je fais une algo. Oui. Alors pourquoi vous faites opérer? Mais c'est quand même fou. Et donc, il faut arrêter ce cercle vicieux et les accompagner et gérer la douleur post-opératoire. Eh ben, on va pouvoir introduire. On applaudit.